Merci. Et la dernière conférence est donc la mienne sur la Zulekha Ouday, qui est une félaga, c'est-à-dire une moudjahida algérienne. Je vais retracer sa vie. C'est assez difficile de trouver des informations sur elle parce que déjà les informations que j'ai pu trouver sont toutes assez contradictoires et qu'elle a à un moment donné dans sa vie demandé à sa famille et à ses amis de brûler tous les documents la concernant ou toutes ses photos pour des raisons de sécurité. Elle est née en 1928 à Hatchout en Algérie, dans la région de Cherchell. Et très tôt, on lui donne le surnom de l'anti-française parce qu'elle déteste les Français. Son frère est soldat et il est souvent envoyé en mission, on ne sait pas trop pourquoi, et elle voit bien que les gens qui sont envoyés pour des raisons mystérieuses parfois ne reviennent pas ou on leur ramène des cercueils et on ne sait pas trop qui est dedans. Elle se marie à 16 ans. El Hadj Larbi, que nous appellerons plutôt Ahmed, et qui est un maquisard lui aussi. Alors le maquis en Algérie, nous on a un maquis en Corse, mais on donne ce même nom aux personnes résistantes qui étaient dans les montagnes. Donc je fais un petit rappel que l'Algérie était à ce moment-là bien sûr française de 1830 à 1962. C'est ça, ouais. 64, dans ma tête c'est 62. 62. Et donc elle tombe en plein conflit. Elle s'implique beaucoup dans des réseaux de femmes résistantes. Apparemment, il semblerait que ça marchait particulièrement bien, les réseaux de femmes résistantes, parce que les militaires à l'époque avaient du mal à s'imaginer que les femmes puissent organiser la résistance. Et donc quand ils faisaient des arrestations, ils les laissaient tranquilles. Et donc elle cachait beaucoup de choses dans son jardin. Elles organisaient des événements religieux qui étaient en fait prétexte à s'échanger des informations. Je crois qu'elle passait aussi des choses dans des bidons destinés au hammam, des choses, c'est-à-dire des vêtements, des médicaments, différents produits destinés à la résistance. Et un des boulots qu'elle a eu pendant un moment pour la résistance, c'est assez drôle, était de tester les somnifères. C'est une drôle d'occupation. Donc j'ai dit qu'elle se mariait, elle a 5 enfants. Moi, il y en a un qui me pose un petit peu problème dans la recherche, c'est Larbi. C'est donc l'un de ses fils qui est soldat. Il part en Indochine et il est porté disparu selon de nombreuses sources en Indochine en 1954. Toujours est-il qu'il revient ensuite en Algérie. Et il commence à s'occuper des papiers qui pourraient permettre à son père, donc Maquisard, de se faire, j'ai pas bien compris quoi exactement, mais de se faire acquitter dans le cas où il serait arrêté. Et donc il contacte un avocat, il rassemble des papiers sur son père, et il donne à l'un de ses amis une enveloppe contenant différents documents sur son père, que cet ami doit remettre à un avocat. Il se trouve qu'il est mal tombé, puisque l'ami en question est je ne sais pas si on appelle ça collabo. Il donne les documents au service de renseignement français. Et donc, c'est comme ça qu'une grande partie de la résistance dans la région de Cherchell est découverte. La ville de Hatchout est bombardée à ce moment-là. Et Ahmed est exécuté. Les soldats français récupèrent tout ce qui est sur le corps d'Ahmed à ce moment-là, c'est-à-dire beaucoup d'objets et beaucoup d'argent, 300 000 argent. J'ai aucune idée de ce que ça représente, mais ça avait l'air d'être beaucoup. Et donc, sa femme, Zoulira, fait des pieds et des mains auprès du commissariat pour récupérer tous ces objets et qui représentent une grosse somme d'argent. Et elle se sert de cette somme d'argent pour financer le FLN, donc le Front de Libération Nationale. Et elle est à la tête à ce moment-là de l'organisation politico-militaire de la région.
Mais peu à peu, tout le front de libération de Cherchell se fait démanteler, et donc elle est obligée de se réfugier dans le maquis, et elle est obligée de se faire passer pour sourde-muette. C'est une chose que je n'ai pas bien compris, mais ça a l'air d'être en rapport avec le fait que les Harkis parlent le berbère, et qu'elle ne pouvait pas prétendre... il valait mieux pour elle qu'elle ne parle pas. Finalement, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, et j'ai trouvé une citation du colonel qui l'a arrêtée, du commissaire qui était chargé de la traquer. Oui, le commissaire Costa. Voilà ce qu'il dit. Qu'il est donc ce peuple pour en avoir de telles femmes ? Qu'il est donc ce peuple pour en avoir de telles femmes ? C'est la citation, je l'ai trouvée telle quelle à plusieurs endroits. Ça ne me paraît pas très grammaticalement correct. Elle est donc emmenée à ce moment-là à la prison au camp de Gardou. Et c'est en 1957, c'est la fin de sa vie. Donc on a quelques rescapés de Gardou qui relatent les conditions de détention. C'est complètement hardcore. J'ai hésité à citer la liste des trucs, mais c'est horrible. Quoi qu'il en soit, malgré ces conditions de détention, elle ne livre pas le nom de ses compagnons, et elle est finalement abattue en octobre 1957. À ce moment-là, les corps qui sortaient du camp de Gardou étaient dispersés un peu n'importe où pour que les gens puissent les récupérer et les enterrer, mais elle n'a été identifiée que 20 ans plus tard. Un agriculteur a retrouvé son corps, l'a enterré, et on a fini par... je dis 20 ans plus tard, c'est plus que ça, c'est 84. 84, et oui, mais c'est comme ça. C'est évidemment en 1900, tu connais bien. Ah oui, j'ai dit 20 ans, ouais. En 84, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, mais j'ai calculé, j'avais pas le chiffre sous les yeux. Eh bien, ma foi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, on va dire que c'est ça. Et c'est fini pour les conférences.